Jean-Christophe Couvi est avec nous, secrétaire national Unité SGP. Voilà pour ce constat accablant de ce qui se passe à la porte de la Villette. Pour les riverains, évidemment, Jean-Christophe Couvi, la police ne peut pas intervenir, c'est ça tant qu'il n'y a pas d'ordre, vous ne pouvez pas intervenir? Ouais, en fait, pour évacuer les lieux. C'est compliqué parce que la police, elle est là tous les jours. Hein. Elle essaie justement d'aller au contact des citoyens et aussi des craqueurs, comme on appelle. Hein. On essaie effectivement, mais le problème, c'est que c'est pas la problématique et la réponse ne sera pas que policière. Ça va être une réponse sociétale et une réponse aussi, sanitaire. Parce qu'avant tout, ce sont des gens qui sont malades. Moi, quand je vois qu'il y a 150 à 200 personnes qui errent dans les rues, on a l'impression de voir un mauvais épisode de The Walking Dead avec des zombies. Et ces gens-là, ils essaient de chercher, d'acheter des galettes de crack. C'est 15 € la galette ou le caillou de crack. Et en fait, ce sont des gens malades. Et le préfet de police, je suis désolé, mais le préfet de police peut interner ces gens pour les soigner. Donc à un moment donné, on voit, nous, policiers, on est au milieu de ce marasme et on se rend compte que d'un côté, les pouvoirs politiques se renvoient la balle entre la mairie de Paris et l'État. Chacun se renvoie la balle en disant c'est pas moi, c'est à toi de voir, etc. Nous, on est au milieu, on fait tout ce qu'on peut pour garder cette paix sociale et essayer d'aider aussi les riverains. Moi, ce dont j'ai peur, c'est que les riverains, ça s'est déjà vu, s'organisent en milice et aillent régler leurs comptes eux-mêmes. Et ça, c'est l'état de droit. Je suis désolé, on le recule de jour en jour et on prend pas ses patins. Donc la décision, voilà, elle appartient dans les mains des pouvoirs publics. Et nous, policiers, on est au milieu de tout ça. Et je vous dis encore une fois, c'est la détresse humaine plus qu'autre chose. Monsieur Couvi. Ouais, moi, encore une fois, je salue tous les jours mes collègues qui travaillent avec les riverains en colère, donc qui supportent le courroux des riverains. On leur dit qu'est-ce que vous foutez, en gros, pourquoi vous faites rien. Et de l'autre côté, on a en face de nous la misère humaine. Et moi, je me rappelle, ça a toujours existé, porte de la Villette. Moi, j'avais travaillé dans le 18e, et je me rappelle, c'est des images qui choquent, mais d'une prostituée il y avait sa gamine à côté, elle avait encore la seringue dans le bras. Et en fait, on est confronté à ça, à la misère humaine. Elle se prostitue pour trouver. À l'époque, c'était l'héroïne. Maintenant, c'est encore moins cher là, avec le crack. Et nous, on est là et on fait les assistantes sociales. Et moi, je vous dis, les policiers, nous, on est des assistantes sociales. On le devient. Même si c'est pas au départ notre job, mais on le devient par nécessité. Et ce qui nous agace, c'est qu'on se dit, on a quand même dans un État qui doit prendre la défense des citoyens et des gens qui sont sur le sol. C'est un contrat, le contrat social de Gérard Rousseau. Mais où est l'État ? Et là, l'État, on voit toutes les limites de l'État qui dit non, c'est pas moi, c'est l'autre. Monsieur Couvi, quand Karim dit des clandestins, il y a beaucoup d'étrangers là, dans ces personnes qui sont là sur la colline du Crac. Oui, c'est pratiquement la totalité même sont des étrangers. C'est négré pour pas. Oui, bien sûr. Et puis les dealers viennent en fait, au vu de tout le monde, ils viennent. Et puis alors en tant que policier, on doit interpeller et en même temps on doit gérer le flux parce qu'on sait que si on assèche d'un seul coup la drogue, l'arrivée de drogue, les gens qui vont être en manque vont devenir hyper violents et c'est comme ça aussi qu'on a des émeutes. Et vous gérez le flux. Mais on est un peu obligé, c'est surréaliste. J'entends ce que vous nous dites. Voilà, on le sait. Les émeutes de 2005, par exemple, on nous dit toujours, mais c'était aussi parce qu'il n'y avait plus de cam. C'est parce qu'il y avait une sécheresse au Maroc, il n'y avait plus de drogue, et du coup, toutes les cités étaient asséchées, il n'y avait plus de pognon qui rentrait. Mais la mort de deux jeunes aussi. Mais ça, c'était une étincelle. Mais en fait, c'était ça. Et dès lors que en novembre, en octobre, tout est revenu petit à petit, c'est bon, les quartiers se sont calmés. Mais là, c'est la même chose. D'un seul coup, on va avoir des problématiques avec ces gens-là. Donc, il ne faut pas les soigner. Tout fermer d'un seul coup, non, on peut sinon pas. ça se déplace sur les populations. Ce qui manque, c'est le courage politique. Voilà, c'est le courage, moi, qui me dérange. Il y a une question. Vous avez une idée ? Parce que peut-être que justement les médias n'en parlent pas. Il y a ça aussi. Après, effectivement, il y a un côté plus, social, où à un moment donné, on met et les États sont peut-être un peu plus forts. Ils prennent leurs responsabilités et ils mettent le paquet là où il faut. Voilà, c'est-à-dire ils sont pragmatiques. Et nous, en France, on est toujours frileux parce qu'il y a toujours des intérêts électoraux, parce qu'il faut pas froisser les uns, pas froisser les autres, parce que dès lors qu'on va l'intérêt électoral là. C'est perdant. Mais c'est perdant. Mais je ne veux pas qui peut gagner à cette situation. Qu'au final, quand elle dit ils sont presque 800 à 1000, ils ont dû compter quand même. Donc c'est pas 140 à 200 toxicos. 140 à 200 qui sont toujours fixes. Après, effectivement, il y a du mouvement. Maintenant, il y a du mouvement. Il y en a qui viennent chercher de la dope, qui reviennent, qui viennent voir les dealers. Alors oui, franchement, mais c'est vrai que le métier de policier est hyper frustrant parce qu'on a l'impression des fois de servir à rien. Et on a l'impression justement de vouloir, on veut aider les gens, moi c'est quand vous avez raison, une dame comme ça qui se dit mais moi j'assiste, imaginez les gamins qui se baladent avec les seringues, qui voient des hommes avec la braguette ouverte et qui défèquent dans la rue et tout. Enfin, je veux dire c'est pas humain.
Et à un moment donné, on a le droit de vivre tranquillement sur le sol français. Enfin, on est en 2022 quand même. On Mais est en plus plus, au votre mission, Moyen-Âge, c'est de protéger la population. Mais Votre protéger la mission à vous. population et soigner les autres. Et donner, on a tous droit à une sécurité. Enfin, on paye des impôts, tout le monde paye des impôts. Et donc, on a droit aussi à avoir cette sécurité, le même niveau de sécurité. Ça s'appelle la République. Voilà, tout simplement. Monsieur Couvi, après Karim. Le problème, en fait, vous avez raison, mais c'est qu'encore une fois, moi, ce qui me gêne, c'est que les gens sont obligés d'utiliser la violence pour obtenir quelque chose. Et ça, on ne devrait pas en arriver là. On le voit dans les manifestations, on le voit partout. Il faut de la violence pour obtenir quelque chose. Donc là, les gens, oui, avaient lancé des mortiers d'artifice, ils étaient arrivés à faire une milice pour écarter pour déplacer le problème et les sortir de là parce qu'ils n'en pouvaient plus. Et c'est que dans ce moment-là où les pouvoirs publics disent « Oh là là, vite, intervenons !» Parce que là encore, ça fait moche. Donc il faut déplacer le problème et régler le problème. Mais ça, ce qu'on voit là, c'est un peu partout. Moi, je vois Nantes, les commerçants à Nantes, pour bien connaître Nantes, ont payé des vigiles privés qui tournent en voiture pour pallier justement à la carence, j'allais dire, des pouvoirs publics. Parce que les policiers municipaux et nationaux sont débordés. Voilà. C'est en raison de la couleur politique ou pas, M. Couvi? Il y a d'autres paramètres quand même. Il y a peut-être du dogmatisme, ça je dis oui, peut-être. Moi je le dis oui, il y a du dogmatisme à un moment donné. Après le problème c'est qu'encore une fois, moi et dans mon syndicat on aura toujours la ligne républicaine. Donc ça on s'y tient parce qu'il y a la loi. Dur Alex, c'est de l'ex, la loi est dure, mais c'est la loi, il faut appliquer la loi. Peu importe, ce qui est intéressant, c'est la position administrative des gens. On ne fait pas une chasse à l'étranger, on ne fait pas une chasse, c'est pas du tout ça. En revanche, oui, il y a des choses, des décisions à prendre, et on a toujours un peu on a l'impression de difficulté à les prendre et d'assumer ce qu'on peut faire. À Nantes, par exemple, oui, je reprends ça parce que moi, mes collègues me le disent. La nuit, il se passe des choses dramatiques. Ils nous le disent, en fait, on tient le coup que parce qu'on est soudés. Parce qu'on a tout envie, pareil, de tout envoyer bavaldinguer. On n'en peut plus. Alors, allez-y, terminez. Non, et donc, il y a une centaine d'individus qui occupent le centre. On les connaît. Ce sont des gens aussi, oui, il y a des étrangers, pas que, mais il y a aussi des étrangers, mais qui dealent, il y a des OQTF, des obligations de quitter le territoire qui ne sont pas réalisées. Et d'ailleurs, nos collègues avaient vu le préfet qui était arrivé, avait dit, voilà, si vous voulez pacifier un petit peu la ville de Nantes, il y a ça, les 100 personnes-là, il faut les renvoyer d'où ils viennent. Allez, là encore, Monsieur Couvi, on a l'impression que les voyous règlent leur compte à ciel ouvert, que c'est OK Corral. C'est règlement de compte à OK Corral en permanence dans notre pays et dans ces quartiers où, là encore, les habitants sont en première ligne. Oui, le trafic de drogue tue, les délinquants tuent. Et là, on voit bien, encore une fois, que maintenant, c'est le Far West. Là, les collègues ont retrouvé une quarantaine d'étuis, enfin, c'est des douilles de Kalachnikov, c'est calibre 7,62. Kalachnikov, voilà, c'est ce qu'on a en Ukraine actuellement. Donc, dans une vraie guerre, nos voyous sont équipés d'armes de guerre. Il y a quelques mois, nos collègues de la BAC avaient essuyé des tirs aussi de Kalachnikov, alors qu'il y avait un barbecue improvisé sur un point de deal. Les collègues étaient intervenus. On se rend compte maintenant, oui, que le niveau monte. Alors là, on voit bien que je pense qu'on va se diriger vers des règlements de compte. Il y a la mafia grenobloise, marseillaise. Ils essaient, est-ce que c'est pour récupérer un point de deal? Est-ce que c'est pour régler une affaire de drogue pas payée? Enfin, voilà, il faut sensibiliser les jeunes. Hélas, je sais que c'est très compliqué, mais de leur dire que quand on est dans le trafic de drogue, en principe, on finit pas vieux. Et on est vite rattrapé par la mort. Et il faut penser aussi aux familles qui sont endeuillées. Et ces gamins-là, des vies gâchées encore. Voilà, 20 ans, des mineurs, 3 000. C'est ça, vous le voyez sur le terrain, l'âge qui baisse de plus en plus de ces jeunes? Oui, l'âge baisse et les gamins, ils sont désinhibés. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas peur de prendre un couteau, de planter quelqu'un pour un mauvais regard. Parce que de toute façon, ils le savent, entre guillemets, qu'ils ne risquent pas grand-chose parce qu'ils sont mineurs. Encore une fois, c'est toujours des mesures éducatives et jamais de la punition. Et surtout, c'est qu'ils ne se rendent pas compte de leurs actes, des effets. Et quand ils vont en prison, ils disent mais pourquoi je vais en prison? Je comprends pas, j'ai rien fait. En gros, le mec m'a mal regardé. Et il y a le rapport Berger qui est très intéressant à lire. Maurice Berger, voilà, qui est un psy et qui travaille en centre fermé et qui décrit très bien justement le niveau de ce qui se passe dans le cerveau de nos jeunes. Et oui, je pense qu'il y a un problème d'éducation. Et il y a beaucoup de jeunes qui sont laissés à l'abandon, qui n'ont pas d'encadrement familiaux. Et donc, ils sont élevés dans la rue. Et dans la rue, le coût de la vie est très infime. Quoi. Voilà. Et on est en France en 2022. Et on est en France en 2022. Et donc, ça, personne n'en parle. Oui, non. Où sont passés les grands penseurs, Jaurès, tout ça, voilà, et l'école. Les gamins, moi, ils seraient mieux à l'école qu'en bas des tours en train de dealer, quoi. Bon, voilà. Gabriel. Oui, un Kalachnikov, un chargeur, c'est 30 cartouches à peu près, donc il y en a peut-être 2.
puisqu'ils ont trouvé 40 étuis. Donc encore une fois, on voit que c'est là le niveau de violence, oui, c'est des armes de guerre. Et moi je me dis, mais mes collègues qui interviennent sur ça, est-ce qu'ils sont équipés? Et surtout, comment on intervient? Encore une fois, quand certaines veulent supprimer la BAC et refaire de la police de proximité. Je suis d'accord pour faire la police de proximité, mais par exemple là, c'est les BAC qui interviennent en premier. C'est le premier échelon d'intervention. Et si on n'a pas les BAC aujourd'hui, si on n'a pas des collègues qui sont équipés pour intervenir sur des c'est-à-dire par balle par balle, armes lourdes, et puis il va falloir les interpeller. Alors mais attention, on ne fait pas tout dans l'instant, parce que là, effectivement, il y a une enquête. Après, on a des services de police qui sont très bien équipés. Il y a le RAID, on a des BRI. On va finir par serrer ces gens-là, enfin on l'espère. Mais je veux dire, c'est le policier du quotidien qu'on appelle parce qu'il y a des tirs, il arrive, il débarque, et comment il est équipé. On va avoir malheureusement des années difficiles de cas de ce type. Je ne sais pas ce que tu en penses, Jean-Christophe. Si, mais moi quand on est issu d'une famille, j'allais dire, de Français moyens, on a toujours une projection dans l'avenir. C'est-à-dire qu'on essaie de se projeter à 3 mois, 4 mois, 6 mois, ce qu'on va essayer de faire, etc. Ces gamins-là, ils se projettent au jour même pour le lendemain. Ils ne savent pas ce qu'ils vont faire dans une semaine, 3 mois, etc. Donc en fait, ils vivent au jour le jour. Effectivement, c'est les têtes brûlées, ils n'ont rien à perdre. Et c'est comme ça, c'est leur vie qui est comme ça depuis le début. Et quand ils se font choper, les petits, on parlait des choufs, et quand ils se font choper et qu'ils partent au trou en prison, bah, ils prennent du galon, ils ressortent, ils sont tout gonflés par ça. Et donc c'est comme ça qu'ils montent aussi dans l'échelle sociale, j'allais dire, du criminel et des délinquants. Donc il faut qu'on intervienne. Encore une fois, il ne faut pas lâcher le terrain. Mais on sent que oui, la violence monte. Et il faut surtout que là, l'État soit sans pitié par rapport à ça. Il ne se fasse pas déborder. Pénale au niveau. Bien sûr, et la politique pénale surtout. Absolument. Et la politique pénale. Monsieur Couvi, la police saisit régulièrement des armes de guerre dans ces on en endroits, trouve. Après, c'est compliqué parce que quand on fait des perquisitions chez les gens ou quand on déboule comme ça un petit peu, on se rend compte que les armes, elles sont quand même très bien cachées. Il y a aussi des nourrices qu'on appelle. C'est-à-dire que, comme pour la drogue, c'est-à-dire qu'on squatte, enfin on paye des gens qui ont un appartement pour mettre de la drogue ou des armes. Ils connaissent très bien le terrain, ils sont chez eux. Donc voilà, c'est compliqué de les trouver. On arrive à les trouver. Après, il faut identifier à qui elles appartiennent. C'est compliqué. Mais oui, les réseaux, il y a eu les réseaux des Balkans à une époque où d'ailleurs, c'était pour faire passer les armes, en fait, on les est passés par pièces détachées en plusieurs semaines. Par exemple, dans vos valises, vous allez ramener une culasse, une autre personne va ramener un chargeur, des ressorts, etc. Là, il y a toutes les problématiques qui sont regroupées. La problématique des migrants, des passeurs et du refus d'obtempérer, Christophe. Et là, c'est les policiers, la PAF, qui sont visés. Oui, on connaît personnellement un de nos collègues, d'ailleurs, qui est très choqué, qui a perdu l'usage de la parole. C'est celui qui a tiré. Voilà. Oui. Et il est bloqué parce que effectivement, on tire pas sur les gens tous les jours et on a un impact psychologique aussi. Après, son but, c'est pas de tirer sur des migrants. C'est juste, encore une fois, on part d'un refus d'obtempérer et à la fin, on arrive à se protéger. Et je sais que ce collègue-là, il l'a pas fait. C'est surtout pas un cow-boy. Au contraire. Non. Les passeurs, et d'ailleurs, s'ils sont arrivés dans cette cité, c'est que quelque part, ils connaissaient très bien les lieux aussi. Ils n'y vont pas pour rien, ils y vont parce que du coup, après, ils connaissent les lieux, ils peuvent plus facilement s'enfuir, partir et trouver refuge chez des complices. Parce que là, on les a pas retrouvés, on est bien d'accord. Pour l'instant, on les a pas retrouvés. Alors, j'espère qu'on va les retrouver, mais voilà, les trafics, pour un passage comme ça, c'est entre 1000 et 5000 euros par personne. Par personne, oui. Donc imaginez ce que ça peut faire quand vous convoyez 7 ou 8 personnes. Donc ça vaut le coup de prendre des risques. Donc ils prennent tous les risques, quitte à écraser les policiers. Bien sûr, oui. Et là, il y a un migrant blessé. Il y a un migrant blessé. Et les deux les passeurs qui courent dans la nature. Et encore une fois, si les collègues ont tiré, c'est parce qu'ils étaient en état de légitime défense. Et non pas parce que c'est un refus d'obtempérer. J'y tiens parce que c'est très important. Parce que les gens pensent que dès lors qu'il y a un refus d'obtempérer, les policiers vont tirer. C'est pas ça. Non. On essaie d'interpeller, d'intercepter le véhicule. Et effectivement, on ne tire que pour se défendre et sauver sa peau. Ou ceux de nos collègues. Oui, effectivement, c'est j'allais dire, l'usage de la force appartient à la loi. Et donc aux représentants de la loi. Et ça, il faut bien effectivement le rappeler. Après, sur l'immigration, c'est des gens qui viennent de pays, alors soit en guerre, soit qui viennent chercher l'Eldorado.
mais pour y avoir travaillé dans l'immigration clandestine, je peux vous dire que dans certains pays, en fait, des gens sont aussi illettrés et on leur raconte des paraboles terribles sur la France. Il y a des compteurs qui passent dans les villages, il y a des villages entiers qui se cotisent pour payer des passages, des passeports, des faux passeports. Par exemple, les Pakistanais, c'est des professionnels et quand ils arrivent en France, on leur retire les passeports. Et ce sont des gens donc qui sont livrés à eux-mêmes, comme ça, balancés dans la nature. Et ils essaient d'aller chercher effectivement ou de rejoindre l'Angleterre parce qu'ils parlent anglais. Pour eux, il y a aussi de la famille, des amis, etc. Donc c'est des gens qui sont prêts à tout parce qu'on leur a vendu un concept. Et quand ils arrivent ici, ils se heurtent vraiment au mur de la réalité. Et je peux vous dire que la plupart du temps, ils ont aussi envie de repartir. Monsieur Couvi, alors juste pour revenir sur les policiers et les refus d'obtempérer, vous avez le sentiment, encore une fois, d'être toujours seul en première ligne ou est-ce que vous êtes soutenu par votre hiérarchie? On est souvent, oui, non. Alors attends, je fais l'amalgame aussi parce qu'on a aussi une hiérarchie. On ne peut pas mettre tout le monde dans le même panier. Il y a comme d'habitude, il y a des gens, des collègues très bien, et il y en a d'autres effectivement qui sont hors sol. Après, oui, on a l'impression maintenant que les refus d'obtempérer, c'est classique. C'est ce qui nous met le plus en danger, nous policiers, quand on intervient, parce qu'on ne sait pas à qui on a affaire. En fait, on le répète à chaque fois. La personne qui est au volant, on ne sait pas qui elle est. Après, on nous dit oui, mais porter des sacs aux grands-mères, c'était quelqu'un de bien. Mais nous, on ne le sait pas. Et nous, ce qu'on voit, c'est qu'elle met des personnes en danger et nos vies à nous en danger. Vous avez raison. Voilà. Et merci à vous d'être venu nous parler de ce que ressentent et vivent les policiers.